Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes plus ou moins confortablement installés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est un petit peu la surprise. On ne pensait pas avoir autant de succès ce soir, mais tant mieux. Donc je vais essayer, en l'espace d'une petite heure, de vous présenter un petit peu ces trois tours savoyards du Bas-Valais, qui sont caractéristiques, qui sont effectivement assez spéciales au niveau du Valais. On a des tours qui existent bien avant en Valais, au XIe, XIIe, XIIIe siècle, mais vous allez voir, c'est des tours totalement différents au niveau conception, au niveau architectural. Et ces trois tours de Saxon, Saillon et Martigny-Labatia ont un petit peu révolutionné la technique de construction des tours chez nous au milieu du XIIe siècle. Donc tout ça s'est passé à peu près sur un laps de temps très court, d'environ 50 ans. Et cette innovation, on la doit au comte de Savoie. Donc là, bon, vous avez tous reconnu en tant que saxonnin, on est chez vous. J'ai essayé au maximum d'illustrer par des photos prises dans les trois tours, principalement en privilégiant saxon. Donc dans l'ordre chronologique, vous avez donc la tour de l'Abbatiat, le château de l'Abbatiat. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ces tours et pas vraiment des châteaux en tant que tels. On déborderait passablement sur la soirée. Et comme il y a un petit apéritif qui est organisé après, je ne voudrais pas prendre trop sur votre temps. Sachant qu'en général, les centres d'intérêt sont souvent partagés dans ces soirées. Donc il y a un aspect culturel, et après il y a un aspect un peu plus festif. Dans l'ordre chronologique, on a ensuite donc Saillon. Vous avez les dates en bas à gauche. La construction de Saillon, vous voyez, c'est pratiquement contemporain de Martigny. Et puis la petite dernière, si j'ose dire, donc chez vous ici, la tour de Saxon, qui arrive un petit peu plus tard. Vous voyez, on est en 1280-1281. Donc il y a quelques décennies d'écart entre ces trois tours qui forment un ensemble homogène, uniforme au point de vue architectural et fonctionnel. Donc pour vous donner un petit peu le contexte de ces trois tours, on va faire revenir un petit peu en arrière. Je vous ai préparé quelques cartes pour vous donner la situation. Donc là, on est vers l'an 1000, début du deuxième millénaire. Vous avez en rouge les territoires qui appartenaient donc à l'évêché de Sion, en jaune les territoires relevant de la Savoie, du comte de Savoie, et en bleu donc les enclaves de l'abbaye de Saint-Maurice. Donc en l'an 1000, ce qu'on constate, c'est que le Valais épiscopal s'étend effectivement jusqu'au lac Léman, y compris la région du Chablais, à l'exception de Viona. Et vous allez voir que la situation va rapidement évoluer entre l'an 1000 et la période qui nous concerne pour ces trois tours. Et ça a une incidence sur l'histoire de ces tours. Donc on fait un petit bond en avant, on avance de 30 ans. En 1032, vous voyez que la carte a changé, le Chablais est passé en jaune. Donc en 1032, le comte de Savoie reçoit par donation de l'empereur d'Allemagne le Chablais, la région du Chablais, jusqu'à Saint-Maurice pratiquement, et il va en faire un comté. Donc. Et vous allez voir que ce Valais épiscopal va continuer à se morceler au profit en fait de la Savoie, qui va petit à petit empiéter sur les fiefs épiscopaux par héritage, par rachat, et s'implanter de plus en plus dans le Bas-Valais. Au XIIe siècle, on a l'Entremont qui a déjà passé sous le contrôle de la Haute-Savoie, donc s'embrancher le Val d'Entremont et la vallée de Bagne. Je vous ai mis en blanc au milieu, donc saxon, pour vous situer. Et puis on arrive à la période qui nous concerne, donc pour ces trois tours, le milieu du XIIIe siècle. Et vous voyez que la carte, là, elle est pratiquement partagée en deux. Une partie, pratiquement tout le Bas-Valais, à quelques exceptions près, qui est en jaune, donc qui relève de la Savoie. Et il reste à l'évêché de Sion, donc deux enclaves dans le Bas-Valais, la châtellenie d'Ardon-Chamozon, et puis la châtellenie de Martigny, ici, qui s'étendait donc jusqu'à la limite de la vallée de Chamonix.
Le reste ayant petit à petit été grignoté donc, par le comte de Savoie, avec les châtellenies de Saillant, Saxon, Entremont, Nada et Rémence et Comté, qui était sa place avancée, puisque la limite entre les deux valais, valais épiscopal et valais savoyard, à cette époque-là, suit en fait la Morge de Comté. Donc pratiquement, on est aux portes de Sion. Et sur la rive gauche du Rhône, la Borne, enfin, à savoir que le Val des Rémences et Nada relevaient donc de la Savoie et pas de l'évêché de Sion. Comme je disais tout à l'heure, donc, dans la première partie de ce bas Moyen-Âge, à peu près de l'an 1000 jusqu'au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, en Valais, on a beaucoup de châteaux, de petits châteaux forts, de montagnes, mais c'est toujours plus ou moins les tours qu'on a, les tours maîtresses sont des tours quadrangulaires, des tours carrées, des tours rectangulaires. On a toujours ce schéma répétitif qui est typique des tours romanes. Hein. Ce n'est pas propre au Valais. C'est vraiment ce qu'on construit à l'époque un peu partout en Europe. On a commencé à partir du Xe siècle à construire des édifices en bois, je parle au niveau fortification, et puis petit à petit on les a remplacés au fil du temps par des édifices en pierre, mais construits un peu sur le même schéma, sur ce plan quadrangulaire. Là je vous ai mis l'exemple de la tour de Chalais, qui était encore intacte au début du XXe siècle. Un autre exemple, on est dans le partie inférieure du Valais, la tour des Vidômes à Rarogne. Ce n'est pas le château, c'est la tour des Vidômes. Le château est juste en face, où vous voyez ces tours massives, rectangulaires, sans beaucoup d'ouverture. Donc il faut faire abstraction de ces fenêtres qui ont été ouvertes par après, avec une entrée d'origine qui n'est pas celle-ci, mais la porte que vous voyez là-haut. Donc on est dans une période féodale ou post-féodale où effectivement il s'agit de construire des tours fortes, et le mot tour forte indique bien ce que c'est. C'est une tour massive qui est prévue pour la défense et qui a d'autres fonctions, qui peut avoir d'autres fonctions, mais qui est surtout une tour défensive dans laquelle on peut résister le cas échéant. Autre exemple connu chez nous, c'est à Sierre, la tour de Goubin, qui a aussi subi pas mal de transformations, donc il faut faire abstraction de la partie supérieure qui a été complètement modifiée, et une partie des ouvertures aussi ont été ajoutées. Vous avez cette entrée d'origine, vous voyez, en hauteur. J'ai fait quelques agrandissements. Hein, donc des tours massives, avec des murs relativement épais, toujours sur des points forts, du point du relief qui sont par eux-mêmes naturellement forts, donc des éperons, des crêtes rocheuses. On ne va jamais construire une tour comme ça en pleine du Rhône ou sur un terrain plat. Ou si on le fait, on ajoute une butte, ce qu'on appelle une motte féodale. Chez nous, comme on a du relief, on n'en a pas eu besoin. On a directement choisi les lieux les plus adaptés dans le relief. Autre exemple, c'est la tour d'Anivier à Vissois. Vous voyez qu'on retrouve toujours, elles sont toutes différentes, mais on retrouve toujours un peu le même schéma. Quadrangulaire, massif, élevé, de façon, là aussi, vous avez l'entrée qui est en hauteur, un peu moins haut que sur la tour de Goubin. Un autre exemple, c'est Chillon, qui est plus tardif. Toujours l'entrée en hauteur. Et puis une des mieux conservées, elle est juste en dehors du Valais, dans le Chablais vaudois, c'est la tour de Douin, sur cette petite colline qui est au-dessus de B, qui est restée plus ou moins dans son état d'origine. Et on constate effectivement qu'on a une défense qui est basée sur la partie sommitale de la tour. Donc sur ces pierres qui débordent de la façade, il faut imaginer qu'on avait une galerie en bois qui servait notamment à la défense. Donc très peu d'ouverture, toute la défense est concentrée sur la partie supérieure de la tour. Quand on parle de fortification, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ces ouvrages, comme pour à peu près tous les châteaux forts, l'idée, c'est le cas échéant, en cas de siège ou d'attaque, c'est de pouvoir se défendre et résister le plus longtemps possible. Donc on a commencé dès la préhistoire à fortifier avec des petits murets.
Après, c'est devenu de plus en plus conséquent. Et à partir de l'an 1000, chez nous, on a des murs avec créneaux. Donc une alternance de créneaux d'ouverture et de merlons. Donc les parties fermées sont indiquées en noir ici. Et puis les créneaux sont en blanc qui permettent donc depuis le mur de tirer sur l'assaillant. Le problème, ça c'est valable dans le monde entier, quand vous avez construit un mur avec un chemin de ronde, c'est que vous avez des zones mortes. Hein, l'ennemi qui arrive à se mettre ici au pied du mur, donc là c'est une vue de dessus, hein, eh bien vous n'arrivez pas, les archers ou les arbalétriers n'arrivent pas à l'atteindre, hein, à moins de se défenestrer complètement par-dessus le mur et de s'exposer au cul de l'ennemi. Pardon. Ça se fait. Et il y a un autre problème, c'est que là, voilà, on a une vue en coupe. Sur ces murs, vous avez un gigantesque angle mort au pied du mur. Donc si l'ennemi, même devant les ouvertures, l'ennemi qui arrive à s'approcher au plus près du pied du mur, on ne peut pas l'atteindre. Donc problème. C'est pour ça qu'on va rajouter dès le 11e, 12e siècle des parties en bois qui s'avancent en avant du mur pour pouvoir projeter sur des assaillants des pierres, des projectiles ou carrément tirer à travers des ouvertures, hein, avec une arbalète par exemple, sur l'assaillant qui réussit à accéder au pied de la muraille. Et en plan, là c'est une vue en plan, donc vue de dessus, pour défendre les murs, effectivement, on rajoute des tours évidemment quadrangulaires, comme on les fait à l'époque romane, de façon, depuis la tour qui est en avant de la ligne du rempart, de pouvoir tirer le long du rempart et atteindre ces zones mortes, pour supprimer ces zones mortes. Et vous verrez qu'il y a un autre problème. On va y venir. Le problème, c'est celui-ci, c'est les zones qui sont hachurées en gris. Vous avez beau ajouter une tour, mais comme vous avez des angles, tout ce qui est dans les angles constitue des zones mortes, ce qu'on appelle zones mortes, où vous ne pouvez pas atteindre le soldat qui vient se mettre à l'angle de votre tour. Ça a toujours été l'éternel problème en fortification. On a quelques exemples, ce n'est pas chez nous, là on est dans la Vienne, dans l'ouest de la France. Vous voyez ces donjons très massifs, très compacts, très peu d'ouverture pour ne pas donner de prise à l'attaquant. Un autre exemple à Chambois et à Capdenac. Donc Capdenac, on est dans le Midi. Chambois, qui est à gauche, on est juste au sud de la Normandie. Donc ce qu'on cherche à faire pour améliorer la défense, c'est ajouter des petites tourelles aux angles. Ça permet de tirer un petit peu le long du rempart ici en bas, hein, mais il reste le problème de la personne qui se met là. Et évidemment, comme l'attaquant est intelligent, il va essayer d'attaquer dans les angles et de faire écrouler la tour en minant la base du mur. Là, on est à Douvres. On rajoute même encore une petite tourelle centrale pour protéger la porte d'entrée. Mais il reste ce problème de zone morte. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que des tours circulaires, ça n'a pas été inventé ni chez nous ni ailleurs en Europe au XIIIe siècle. Ça existe depuis longtemps. Là, on a Jéricho en à peu près 8000 avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'on a une belle tour circulaire, enfin du moins ce qu'il en reste. À l'âge du bronze, on trouve des édifices défensifs circulaires, des sortes de petits châteaux claniques, hein, pour des petits clans, des familles en Corse et en Sardaigne. On en a aussi dans les îles Baléares, massifs avec des gros blocs en architecture cyclopéenne. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé au Moyen-Âge, ça existait depuis très longtemps. Hein. On en trouve aussi dans le midi de la France à l'époque gauloise, pour la défense des fortifications gauloises. On en a jusqu'au dans l'extrême nord de l'Europe, là on est en Écosse, sur les îles Orcades, on a des magnifiques tours, et vous voyez que ce n'est pas de la petite tour, hein, c'est quelque chose d'assez conséquent, des dimensions des tours de Saxons ou de Saillons, assez sophistiquées déjà, puisque là vous avez les dates en haut à droite, on est encore avant Jésus-Christ. Et vous voyez qu'on a des tours massives avec double parement extérieur, parement intérieur, et un escalier qui permet de monter dans les étages. Donc quelque chose d'assez semblable à ce qu'on trouve ici avec nos 3 tours savoyardes.
Voilà une reconstitution de ce que ça pouvait, à quoi ça pouvait ressembler d'après les archéologues. Et puis s'il veut marcher, voilà. Et on a, à l'époque gallo-romaine, on a des tours, hein, je vous en ai mis 2 exemples, il y en a d'autres, des tours circulaires ou semi-circulaires. Donc c'est quelque chose qui était connu, qu'on savait faire, qu'on savait construire, ces tours circulaires. Les dernières qu'on a, les plus récentes, sont à Carcassonne. C'est des tours d'origine romaine, mais qui ont été surélevées à l'époque visigothique, à la fin de l'époque romaine, vers 400-500. Donc on savait le faire. C'est après l'époque romaine qu'on a, je dirais pas perdu la technique, mais on avait moins de moyens, hein. On avait moins de connaissances, on n'avait surtout pas les bons artisans, les bons techniciens et les architectes qui maîtrisaient la construction circulaire, simplement parce que c'est plus facile de construire une tour quadrangulaire, ça vous pouvez faire l'essai chez vous avec des plots, qu'une tour circulaire. Il faut beaucoup plus de connaissances, parce qu'une tour quadrangulaire, vous avez des angles droits qui renforcent le bâtiment, donc ça tient plus facilement au niveau de la statique qu'une tour circulaire. Donc c'est plus difficile à réaliser, plus coûteux, il faut faire appel à une main-d'œuvre plus spécialisée qui maîtrise les techniques, les mortiers. Et ça nous amène à nos 3 tours savoyards de la région, Labatia, Saillon, Saxon, qui sont toutes un petit peu différentes les unes des autres, mais qui partagent en commun un bagage assez important. C'est-à-dire qu'il y a des éléments ou des caractéristiques qu'on retrouve dans les 3 tours. Bon, la première, elle n'est pas spécifique à ces tours savoyardes, c'est qu'on a utilisé des éperons rocheux, donc des points qui sont naturellement forts, hein, plus faciles à défendre. Le plus bel exemple étant celui de Labatia, puisqu'on a un éperon rocheux calcaire qui domine actuellement, c'était peut-être pas le cas une partie du Moyen-Âge, la Drance. Saillon aussi, on a un magnifique éperon rocheux sur lequel on a posé sur le point sommital la tour maîtresse. Et Saxon, si la photo veut bien lire, Saxon, vous avez la même chose. On s'en rend moins compte quand on est dans les vergers à droite de la photo, mais du côté ici, côté du village, on a un apic assez important. Et on a quand même une tête rocheuse, donc on n'a pas choisi au hasard non plus. Donc on renforce déjà un terrain qui est naturellement fort. Et à Saxon, du côté entre guillemets plus faible, on ajoute, on le voit très bien sur cette photo, on ajoute un tertre, une motte, hein, on ajoute de la terre, des pierres, pour renforcer la position de façon à ce qu'un assaillant qui serait ici dans le verger doive gravir cette pente. Il faut probablement imaginer qu'au Moyen-Âge, on avait en plus un fossé dont on voit encore des traces ici côté montagne. Ces tours fortes, elles ne sont pas isolées. Hein. J'enfonce des portes ouvertes, mais je crois que c'est important de le souligner. À Saillon et à Saxon, ce n'est pas le cas à Martigny, elles font partie d'un ensemble défensif. On a un château, ça c'est commun aux 3 sites, hein, qu'on voit très bien ici parce que c'est mieux conservé à Saillon. Donc on a la tour forte sur le point sommital et on a une enceinte qui entoure le sommet de la colline. À Saxon, il faut restituer ce qui a disparu, c'est-à-dire la même chose, un crénelage, un mur assez élevé qui ceinturait complètement l'ensemble et qui formait ce qu'on appelle le château fort, hein, par opposition au château simple, au château résidentiel, au château de villégiature. Là, on est vraiment dans du château fort, donc c'est avant tout militaire, même si ça a d'autres fonctions de représentation, de symbole du pouvoir, et la présence de châtelains qui pouvaient épisodiquement siéger, mais on sait très bien, il y a des documents, les châtelains ne vivaient pas dans ces tours. C'est vraiment très frustre. Donc c'est uniquement, il y a des commodités, mais on l'utilise uniquement en cas de siège ou d'attaque. Par contre, il y avait des garnisons, des petites garnisons. Et Martigny, vous avez l'enceinte qui est très ramassée, très réduite autour de la tour. C'est la tour la plus massive, la plus haute des 3 châteaux. Elle fait à peu près 28 mètres. Et on a, pas pour Labatia, mais pour Saillon et Saxon, on a le développement d'un bourg médiéval au pied du château. Hein, bourg qui existait certainement aussi depuis longtemps, hein, parce qu'on
On sait autant à Saxon qu'à Saillon, on avait déjà un château avant la construction de ces tours savoyardes. Donc on a des bourgs blottis contre le château qui s'adossent à la défense du château et qui sont eux-mêmes entourés d'une muraille défensive dont on a encore des belles traces à Saillon. Malheureusement, ça a totalement disparu ici à Saxon. À Saxon, donc on avait le château dans la partie supérieure, on voit bien d'après la forme du terrain. Et ensuite, dans la partie basse, ici où on a l'actuelle chapelle qui était l'église du bourg, on avait donc un village avec un mur qui entourait tout ça. C'est ce qu'on a la peine à réaliser maintenant parce que plus rien n'existe. Là, je vous ai mis une photo aérienne où on voit très bien donc, le château au sommet, qui était séparé certainement du village par un mur défensif, donc qui formait un réduit défensif à lui seul. Et puis, dans la partie basse, donc le bourg, saturé lui aussi par une enceinte. L'entrée, probablement, d'après ce qu'on suppose, mais il n'y a jamais eu réellement de fouilles, se faisant par ici. C'est l'hypothèse qui est posée, en tout cas, par Blondel, mais il faudrait faire des fouilles pour s'en assurer. Quelques photos qui illustrent le propos. Donc, c'est des petits bourgs. Hein. Vous voyez, ceux qui sont de Saxon connaissent bien le site. Hein. Il ne faut pas imaginer un village très important, des huttes, des maisons très serrées qui se blottissent au pied du château. Alors, pourquoi ces tours circulaires qui apparaissent au milieu du XIIe siècle, dans la deuxième moitié du XIIe siècle? Je vous l'ai dit, c'est grâce au comte de Savoie qui s'étend, qui grignote petit à petit le territoire féodal et qui cherche à assurer ses places fortes, à renforcer ses points d'appui face au valet féodal, au valet épiscopal, au valet épiscopal, en créant ces 3 points d'appui, donc l'Abbatiat, Saxon, Saillon, avec en plus, on a tendance à l'oublier, Comté, qui était vraiment la place avancée à la frontière entre les deux valets, valet savoyard et valet épiscopal. Et donc, cette innovation, en fait, qui a été introduite par les architectes du comte de Savoie, c'est le remplacement justement de cette architecture traditionnelle romane quadrangulaire par des tours circulaires. Alors, je vous ai mis deux exemples de tours quadrangulaires qui ont été modifiés plus tardivement, là on est au XVIe siècle, et vous voyez très bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des petites tourelles aux angles, justement, du fait de ce problème d'angle mort ici, aux angles de la construction. On le voit ici à Loèche, on le retrouve aussi à Sierre, où c'est des bâtiments qui ont été fortement transformés, hein. Évidemment qu'à l'époque, il n'y avait aucune fenêtre, mais ça illustre bien le problème qu'on avait durant ce Moyen Âge. La tour circulaire, l'avantage, c'est que vous n'avez plus d'angle mort. Hein, on peut tirer, il n'y a plus d'angle, il n'y a plus de zone qu'on ne peut pas atteindre, on peut tirer dans tous les sens, sur tout le pourtour du cercle, y compris et surtout depuis le sommet de la tour. Et si on l'applique à un château avec des formes un peu arrondies, en ajoutant des tours circulaires ou semi-circulaires, on a un château qui est beaucoup mieux défendu. Alors chez nous, on a des châteaux, des petits châteaux hein, de montagne, des petits fiefs, rien de comparable avec ce que pouvaient construire des souverains comme le roi de France ou le roi d'Angleterre ou même le comte de Savoie ou les Zeringen ou les Habsbourg en Suisse allemande. Mais on utilise au maximum les potentialités du site, du relief, et puis on construit des tours les plus hautes possibles, hein, de façon à rendre la possibilité d'escalade ou d'assaut par des échelles pratiquement impossible parce que les tours sont trop hautes pour qu'on arrive à prendre pied au sommet. Donc vous avez, les photos sont un peu déformées, vous avez Saxon à droite, Saillon à gauche et l'Abbatiat au centre. Ces tours ont été construites par des maçons qualifiés, supervisés par des maîtres d'œuvre qui connaissaient leur métier. À Martigny, on sait que c'était réalisé par un maître d'œuvre qui s'appelait Pierre Meignet. Ici, on a 2 noms, simplement à Saxon, c'est les maîtres d'œuvre Tassin et son nom m'échappe maintenant, Tassin et commence par G, peu importe.
Et là, je vous ai mis cette photo pour illustrer la manière dont on les construisait. Donc, à peu près tous les 1,80 m à 2 mètres, vous avez ces trous qui ne sont pas propres particuliers à nos tours. On trouve ça dans tous les châteaux. Donc, on construisait par étapes en montant un échafaudage. Et puis, jusqu'à hauteur de bras, pratiquement, le maçon pouvait poser ses pierres, les maçonner. Et une fois que ça devenait trop haut, on rajoutait ensuite un nouveau niveau et on montait comme ça par étapes, en tournant autour de la tour. On remarque ça sur les châteaux quand on a l'œil un peu attentif. La pierre était généralement prise sur place. On a un très bel exemple à l'Abbatiat à Martigny. On a des restes encore d'une partie des carrières où on a extrait les blocs de calcaire qui ont servi à la construction du château. Il y en a d'autres, ce n'est pas la seule. Et puis au niveau intérieur, on retrouve dans toutes ces trois tours en fait le même cheminement, c'est-à-dire qu'on monte dans la tour en suivant un cheminement qui traverse les étages. Donc on monte un étage, on débouche à droite, on traverse l'étage, on repart en face et on continue à monter comme ça en traversant la tour d'un niveau à l'autre. Donc il y a des caractéristiques communes. Le niveau inférieur de ces tours fortes, ce n'est pas propre uniquement à celles qui nous intéressent. En général, la base est dépourvue d'ouverture pour pas permettre à l'assaillant d'y pénétrer. Donc ça servait généralement de zone de stockage pour les vivres, les réserves de vivres, voire d'eau, en plaçant des tonneaux, voire même de citernes. Donc, et qu'on atteignait, qu'on ne pouvait atteindre, puisqu'on ne peut pas y arriver de l'extérieur, depuis les niveaux supérieurs en descendant par des échelles. Et puis au-dessus, on a un certain nombre d'étages qui sont variables. Il y en a, sauf erreur, 5 ici à Saxon, 3 ou 4 à Saillon et 5 à l'Abbatiat, qui étaient séparés donc, par des planchers, dont on voit bien les négatifs ici, avec des trous, des grosses cavités rectangulaires pour accrocher dans la maçonnerie en fait les poutres, les solives qui supportaient ces planchers. On en a quelques traces encore conservées à Martigny, à la tour de l'Abbatiat, où il y a des poutres. Je ne sais pas si elles sont toutes d'époque. Il y a eu des datations faites, mais pas sur toutes les solives. Et puis on a dans les trois tours, on a en tout cas à un étage, on a la présence d'une cheminée intégrée dans le mur qui permettait de chauffer au moins une pièce, puisqu'il y avait une petite garnison, une petite troupe qui occupait ces tours plus ou moins en permanence. Et puis le cas échéant, comme ça servait de zone de refuge, de repli en cas d'attaque, il fallait bien avoir un minimum de commodité, notamment en hiver, pour arriver à survivre. Toutes ces tours sont conçues pour, en fait, comme une zone de repli ultime. Au cas où l'assaillant réussit quand même à pénétrer dans le château, à percer la muraille ou à y pénétrer par traîtrise ou parce qu'ils ont quelqu'un dans la place, eh bien les défenseurs, l'idée c'est que le défenseur puisse encore avoir une position de repli à l'intérieur même du château. Ce sont ces tours qui doivent pouvoir être défendues par elles-mêmes et être autonomes, d'où la présence de réserves d'eau, de cheminées, de réserves de vivres. Donc c'est le dernier bastion, le dernier nid d'aigle dans lequel on s'enferme si l'ennemi a réussi à pénétrer dans le château fort. Saillon et Saxon, malheureusement, la partie supérieure n'existe plus. On a la chance de l'avoir encore à l'Abbatiat, à Martigny. On a une splendide croisée d'ogives qui supporte la partie sommitale, la plateforme de défense sommitale, avec, c'est la petite particularité de l'Abbatiat, qu'on ne trouve pas ni à Saillon ni à Saxon, c'est la photo de droite, on a une petite citerne au sommet, au dernier étage du château. Donc une réserve d'eau, quand même, pour tenir en cas de siège de la tour forte. En tout cas, un certain temps. Elles sont toutes équipées de latrines. Saxon et Saillon, on a des latrines extérieures qui sont en hauteur, ici au niveau du 3e étage, à Saxon. Et à gauche, ici à Saillon, au niveau du 1er étage, donc toujours en hauteur, avec un trou à la base qui permettait donc aux excréments de tomber au pied de la tour, où on peut imaginer qu'il y avait une fosse d'aisance qu'on devait curer
régulièrement. À l'Abbatiat, on a un dispositif un peu différent, mais qui est assez semblable quand même, que je vous l'ai mis dans le cercle jaune et je vous ai mis un détail en bas à gauche. Donc des latrines qui débouchent à l'extérieur, directement dans le mur d'enceinte, puisque là, le donjon, la tour, est adossée directement contre la partie ouest du mur, contrairement à Saxon, à Saillant, où la tour est au milieu de la position. On a des murs, ça c'est une caractéristique commune, on a des murs très très épais, hein, plus de 2,50 m ici à Saxon, et qui avoisinent même 3 mètres à l'Abbatiat, à Martigny, de façon à compliquer la tâche de l'assaillant, au cas où il chercherait à saper le pied du mur, donc au pic, à la baramine ou à la poudre noire. Percer 3 murs, c'est plus difficile que si vous avez un mur d'1 mètre d'épaisseur. Donc on cherche par tous les moyens à ralentir l'assaillant, à lui compliquer la tâche et de façon à pouvoir tenir le plus longtemps possible à l'intérieur de ces tours, en espérant bien évidemment, l'idée c'est que quelqu'un vienne à votre secours, hein, avoir un renfort. Saillant et l'Abbatiat, ce n'est pas le cas ici à Saxon. Les murs sont suffisamment épais, sont tellement épais qu'on a un escalier intérieur depuis la porte du château. Donc on tourne à l'intérieur même du mur. Ici à Saxon, les murs ne sont pas suffisamment épais pour avoir permis ce dispositif. Voilà une illustration. Donc, pourquoi des murs aussi épais? Donc c'est en prévision d'un coup de bélier, d'une technique de sape par différents moyens, de façon à ce que le mur résiste, en tout cas à certains temps, en espérant que les renforts soient arrivés avant que l'ennemi ait réussi à percer le mur. C'est valable également pour ce qu'on appelle la mine, c'est-à-dire la sape, on attaque depuis l'extérieur, depuis le niveau du sol. La mine, on creuse un tunnel, donc on creuse le sol pour aller sous le mur, voire même pour passer carrément sous le mur pour déboucher à l'intérieur. On a différentes possibilités, soit on fait écrouler le mur en allumant un feu violent à la base du mur, c'est ce que vous avez ici, pour faire écrouler le mur de la tour ou de l'enceinte, ou alors, comme vous l'avez en bas, carrément passer par-dessous pour déboucher à l'intérieur. Et ça provoque ce genre de choses. Donc c'est ce que le défenseur cherchait à éviter en augmentant l'épaisseur, en surépaississant les murs. Une autre caractéristique de ces tours savoyardes, et pratiquement de tous les châteaux forts de cette époque, c'est pratiquement l'absence d'ouverture pour ne pas offrir de prise à l'attaquant. Moins vous avez d'ouverture, moins il y a de risques que quelqu'un essaie de pénétrer, de se faufiler par l'ouverture ou d'expédier des projectiles à l'intérieur. Donc, en plus, si vous faites comme ici, si vous placez des archères, vous voyez qu'elles sont disposées en quinconce. On en a une ici, une à gauche, une à droite et une au sommet. On n'a pas fait 4 archères superposées, parce que si vous faites ça, en fait, vous formez pratiquement déjà une demi-fissure qui va faciliter la tâche à l'assaillant qui va bien évidemment attaquer là, parce qu'il y a une zone faible. Donc ça, on l'avait compris aussi. Donc on a des archères très très étroites, hein, des embrasures très fermées, en hauteur, parce que pour tirer avec un arc, il faut avoir des battements. Si vous tirez loin, il faut lever l'arc, donc il faut une certaine hauteur. Et à l'inverse, souvent, vous avez l'ouverture qui est plus bas que le sol où se tient l'archer, de façon à pouvoir tirer en contrebas sur l'attaquant. Mais une ouverture très étroite pour offrir le moins de prise possible, notamment pour les flèches, pour essayer d'éviter qu'elles pénètrent. Il y a des essais qui ont été faits dans le midi de la France avec des archers de compétition. Un archer de compétition, au premier coup, à 100 mètres, a réussi à placer ses 2 premières flèches dans l'embrasure. Donc, c'est relativement efficace. Bon, c'est un champion de compétition. Hein. On peut s'imaginer que les archers médiévaux, certains étaient certainement d'un très très bon niveau, morts d'un excellent niveau, mais tout le monde n'avait peut-être pas les capacités d'un champion. À l'intérieur, par contre, vous avez des ouvertures triangulaires, donc qui permettaient à l'archer qui est posté derrière ces étroites ouvertures de se déplacer légèrement à gauche ou à droite pour ouvrir son angle de tir. Hein. Pour tirer à gauche, en direction de la gauche, vous vous déplacez à droite et inversement.
Donc ça donne un certain nombre de tirs. Si on avait eu juste un couloir étroit avec 2 murs de chaque côté dans lesquels vous tapez avec votre coude, vous avez juste un couloir en face de vous sur lequel vous pouvez tirer. Dans nos tours, c'est assez sophistiqué parce qu'on a même des niches, ce qu'on appelle des niches de tir, donc, qui offrent une certaine mobilité à l'archer et même la possibilité de stocker du matériel, des réserves de flèches. Donc c'est quelque chose déjà de très sophistiqué pour le milieu du XIIe siècle, pour la deuxième moitié du XIIe siècle, par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres châteaux comme à La Soie ou à Bourgard, à l'entrée du Val d'Anivier. Donc il y a réellement un progrès, une révolution qui se fait à ce moment-là en Valais dans la technique de construction de ces fortifications qui est apportée par ces techniciens, ces connaisseurs payés par le comte de Savoie. L'accès, on en a déjà parlé, donc là je vous ai mis les 3 tours, donc Saillon à droite, Saxon en bas, la Bâtie à gauche. Une entrée qui est à peu près à 10 mètres de haut, hein, dans les 3 tours. Qu'on accédait par des échelles mobiles en bois ou des galeries qu'on pouvait facilement démonter, voire en cas de surprise carrément incendier, ou retirer l'échelle à l'intérieur, hein, pour couper l'accès. On a quelques traces du palier. Il reste encore quelques poutres ici des paliers qui étaient à l'entrée d'origine de ces tours. Donc un accès extrêmement difficile. Voilà un détail ici on est à Saxon. Vous voyez les deux cavités ici qui supportaient donc le palier avec un petit avant-toit certainement en cas de pluie. Et puis la photo de droite est la même ouverture vue de l'intérieur. Donc vous voyez que tout est calculé non pas en fonction du confort des occupants, mais toujours dans cette perspective de défense, d'améliorer la défense et de compliquer la tâche à l'assaillant. La défense se fait principalement, puisqu'on a très peu d'ouverture sur les façades, depuis le haut de ces tours, où on groupe le maximum de personnel, hein, archers, arbalétriers, avec la possibilité, si on a stocké des projectiles, de lâcher des blocs, des petits cailloux, des gros cailloux, des bouts de poutre sur les personnes qui sont en dessous. À la Bâtie, on a en plus un dispositif qui est unique, qu'on n'a pas à Saillon ou à Saxon. Ce sont ces 3 ouvertures qui sont côté col de la Forclaz, côté ouest, qui permettaient donc l'abaissement d'une plateforme au-dessus du vide qui débordait par-dessus la muraille, donc par-dessus l'enceinte du château que vous avez en bas de la photo ici. Et ça permettait certainement de lever des poids lourds quand il fallait monter quelque chose dans la tour, ravitailler le haut de la tour, et ça permettait aux archers, aux arbalétriers de sortir à l'extérieur de façon à ouvrir leurs angles de tir. Donc là, vous avez le passage au milieu, et de chaque côté, donc les 2 ouvertures pour les chaînes de la passerelle amovible, mobile. Même principe que pont-levis à l'entrée d'un château. Et puis, ce qu'on constate, c'est assez net, particulièrement à Saxon, c'est qu'on a une surépaisseur à la base de ces tours. Donc il y a 2 fonctions. Principalement, c'est encore augmenter l'épaisseur du mur à la base, puisque c'est là que l'ennemi va chercher à saper le mur pour faire écrouler la tour ou pénétrer à l'intérieur. Et une autre fonction à laquelle on pense moins, c'est ce que je vous ai mis avec la flèche jaune, c'est que si vous lâchez une pierre du sommet, vu qu'il y a cette inclinaison du mur, elle va rebondir, elle va ricocher à un moment donné, violemment, et elle va être projetée sur les soldats, avec des angles qui peuvent varier et qui peuvent surprendre l'attaquant. Hein. Et on retrouve ça dans tous les châteaux de cette époque. Bon, là, on est à Angers, c'est des grands châteaux royaux. On est dans la région des Plantagenets. Vous voyez qu'on est à une autre échelle, mais on retrouve à peu près les mêmes éléments, avec toujours la surépaisseur et l'inclinaison du mur à la base. Donc, c'est des constantes. Autre avantage d'avoir une tour circulaire, c'est que vous offrez moins de prise aux projectiles. C'est valable pour les boulets, mais c'est valable aussi pour les flèches ou les carreaux d'arbalète. Comme le mur est arrondi, si vous n'êtes pas vraiment en face dans l'axe du mur, si votre boulet frappe avec un certain angle en montant à gauche ou à droite, il va avoir de fortes chances d'être dévié, de ricocher ou de rebondir, et donc de moins faire de mal, de moins causer de dégâts au mur.
Évidemment qu'à cette époque, au XIIIe siècle, on ne parle pas d'artillerie, de canon, hein, ça vient plus tard, mais on a déjà, la photo en haut à droite, on a des machines de siège qui sont très efficaces, voire même beaucoup plus efficaces que les premiers canons qui sont apparus au XIVe et XVe siècle, les premières bouches à feu, qui sont capables, pour des gros manganons, de projeter des blocs de 100 kg, à peu près d'un mètre cube, à environ une centaine de mètres. Là aussi, il y a des essais qui ont été faits par des archéologues. Donc, avantage à une tour circulaire qui favorise le ricochet, le rebond. Même chose pour les flèches, je l'ai déjà dit, les carreaux d'arbalète. Et tout ça réuni, on obtient ce qu'on appelait autrefois un donjon, ce que les spécialistes appellent maintenant une tour maîtresse, mais c'est synonyme. C'est-à-dire que c'est une tour, comme je l'ai déjà souligné, qui est le dernier refuge, hein, le dernier espoir du défenseur en cas d'attaque et si l'ennemi a réussi à pénétrer dans l'enceinte du château. Alors, ces caractéristiques, on les retrouve un peu partout en Suisse romande, puisque je vous l'ai dit, c'est une innovation qui a été introduite chez nous en Valais par les bâtisseurs du comte de Savoie. Et on retrouve tout ça dans tous les territoires savoyards, hein, Savoie, Haute-Savoie, et notamment en Suisse romande. Là, en haut à gauche, on est au château de Champvans, en haut à droite, c'est le château de Bulle, et en bas, on est à Yverdon. Donc vous voyez qu'on a ces tours circulaires, hein, dont on fait largement usage à partir de cette époque du XIIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui se généralise, avec en zone de plaine ce qu'on a appelé le carré savoyard. Donc c'est une forteresse plus ou moins de forme quadrangulaire, flanquée à chaque angle par ces tours circulaires. Ce qu'on n'a pas fait ici, parce que nous on a l'avantage d'avoir d'abord des châteaux plus petits, et puis on a des positions naturellement fortes sur des éperons. Et en réalité, je vous ai dit, c'est une innovation qui a été apportée chez nous par le comte de Savoie, par les constructeurs savoyards, mais c'est quelque chose qui se généralise à cette époque-là sur l'ensemble de l'Europe occidentale. C'est ce qu'on a appelé le château philippien du nom du roi français Philippe Auguste. C'est une tendance qui se généralise à partir du début, surtout à partir du milieu du XIIIe siècle sur toute l'Europe, mais qui a chez nous est venu avec l'affluence savoyarde et l'extension de la Savoie dans le Bas-Valais. Vous avez un exemple ici de ces châteaux philippiens, donc c'est le Louvre. Donc à droite, une reconstitution de ce que devait être le Louvre, pas dans son état primitif, dans son troisième état, et en bas à gauche, donc ce qu'on peut encore voir sous la cour du Louvre actuellement, donc la base de ces tours circulaires que vous avez sur la reconstitution à droite. Donc vous voyez, c'est quelque chose de général, d'assez commun dans toute l'Europe. Deux autres exemples en bas à droite, Château Gaillard, on est en Normandie. Et puis surtout, je vous ai mis, parce qu'il est emblématique, le château de Coucy qui n'existe plus, hein, la tour maîtresse, le donjon, a complètement explosé pendant la Première Guerre mondiale parce que les Allemands avaient stocké des explosifs et lors de la bataille, ils ont fait exploser les réserves de munitions. Donc l'ensemble de la tour n'existe plus, il y a des photos, c'est tout ce qui reste. Mais il est réputé parce que c'est le plus gros donjon attesté au Moyen-Âge. Le donjon lui-même fait 30 mètres de diamètre. Donc il fait la hauteur, en largeur, il fait la hauteur de la tour de la Bâtia, voilà, ça vous donne une échelle, avec des murs qui atteignaient par endroits à la base 13 mètres d'épaisseur. Donc, et puis je vais finir là-dessus. J'ai été il y a 2 ans, en 2016, en Pays de Galles, et à ma grande surprise, parce que j'ignorais, j'ai découvert toute une série de châteaux dans le Pays de Galles, la plupart des gros châteaux construits par le roi d'Angleterre pour contrôler les Gallois, qui avaient tendance à ne pas accepter l'occupation anglaise, donc ils ont créé des forteresses. Et j'ai découvert qu'une bonne partie de ces forteresses et de ces tours qui ressemblent aux nôtres, en fait, ont été construites à la demande du roi d'Angleterre par
des architectes qui ont été fournis par le comte de Savoie. Comme quoi il y avait une certaine connaissance, un certain savoir à cette époque-là du côté de la Savoie. Donc on parle de maître Jacques de Saint-Georges et de son fils qui ont bâti une bonne partie de ces... Là, c'est vraiment des grosses forteresses. Là, on est à Harlech, dans le nord-ouest du Pays de Galles. Je vous ai mis quelques exemples. Beaumaris, à droite, on est sur l'île d'Anglesey, en zone de plaine, face à l'Irlande. Et en bas, on a le château de Conwy sur la côte nord du Pays de Galles. Donc, voyez, on retrouve ces mêmes tours. Donc, c'est un peu les petits cousins de nos modestes tours savoyardes du Bas-Valais. Là, à une autre échelle, bien évidemment. Et puis, je ne pouvais quand même pas ne pas vous parler de Montorge, puisqu'en fait, on pourrait dire le prototype, ça n'a pas été vraiment le prototype, mais il y a eu une tour savoyarde construite avant les 3 tours de Saxon, Saillon et Martigny. C'est une tour qu'on a découverte en 2006 lors de travaux archéologiques demandés par la bourgeoisie de Sion, à l'extrémité ouest de la colline de Montorge, là, qui domine la ville de Sion à l'ouest. On a mis au jour les vestiges d'une tour circulaire. Or, on sait que ce château de Montorge, qui est sur le territoire, à l'époque, de l'évêque de Sion, donc à l'est de la Morge de Comté, qui était la limite entre le Bas-Valais savoyard et le Valais épiscopal, on sait que le comte de Savoie donc, a fait construire cette forteresse de l'autre côté de la frontière. Donc, c'était en quelque sorte une provocation. Et cette tour n'était pas du tout connue. À l'époque, Bourbon, dans son livre sur les châteaux valaisans, terminait le château du côté Martigny, du côté ouest, en pointe, ce qui paraissait assez étonnant parce qu'un château qui se termine en pointe, c'est assez difficile à défendre. Et en creusant, en enlevant simplement 20 cm de terre à l'extrémité, c'est près de la statue de la Vierge, si vous montez, vous baladez, on a très vite vu, au 2e ou 3e coup de pioche, on a vu apparaître ce mur, et petit à petit, on a vu qu'il s'incurvait. Et on a une magnifique tour circulaire, à peu près des dimensions de celle de Saxon, qui fermait ce château, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus logique au niveau défensif. Vous avez là donc la tour. Ça, la butte, c'est la démolition de ce qui reste. La tour, c'est un petit peu... Enfin, la ruine de la tour s'est écroulée sur elle-même. Et vous avez ici donc le mur nord de l'enceinte qui vient buter contre cette tour, donc qui ferme de manière plus logique le château. Voilà encore une image. Donc ça a été restauré par la bourgeoisie, c'est resté visible. Si vous montez, vous le voyez. On l'a laissé ouvert. Et puis je finirai là-dessus. Là, ça ne vous concerne plus. Donc ces 3 tours savoyardes, vous savez, en 1475, on a la bataille de la Planta. Le Valais épiscopal récupère le Bas-Valais dans un premier temps jusqu'à Saint-Maurice et on incendie ces châteaux pendant cette campagne. Donc Saxon, Saillon sont incendiés. Martigny, la Batia va subsister un temps, l'évêque va installer un châtelain, mais la Batia en 1518, on est dans la pleine période des guerres civiles entre Georges Super Saxo et l'évêque Mathieu Schiner, va à son tour être incendié un peu plus tard que les 2 autres. Et pour finir avec ces châteaux, donc là on est de manière plus générale, à partir du XIIIe siècle et surtout XIVe, on a les premières bouches à feu, ce qu'on appelait les bouches à feu, donc les ancêtres de nos canons, des bombardes, ce qu'on appelait plutôt des bombardes ou des mortiers. Là, on a une magnifique bombarde. On est au château d'Édimbourg, c'est l'une des plus grosses bombardes au niveau calibre qu'on connaisse. Et à partir de ce moment-là, c'est clair que tous ces châteaux du XIIe, XIIIe siècle ne sont plus adaptés à des impacts de boulettes de cette dimension. Alors, ce qu'on va faire, là on déborde du Valais, mais je vais finir là-dessus, c'est que la réponse va être d'abaisser les tours. Là, on est au fort de Sals ou au château de Sals, il y a les 2 noms, qui est du XVe siècle. On est en France, près de Perpignan, juste au nord de la frontière espagnole. Le roi de France, qui a des moyens, fait construire une gigantesque forteresse. Vous voyez qu'on a toujours des tours rondes, mais elles sont très basses, très massives. On épaissit encore les murs de façon à se protéger des tirs de canon. Et surtout, la forteresse, elle est enterrée. Donc quand vous êtes à 200 mètres de la forteresse, vous ne voyez rien.
vous voyez un terrain en moitié dénudé, il faut s'approcher du fossé pour découvrir qu'il y a une forteresse. Donc on a creusé un trou aux dimensions de la forteresse et installé le château à l'intérieur en évitant que le sommet des tours et des murs dépassent de la ligne d'horizon. Et ça va nous amener au XVIe siècle à l'évolution du bastion, qui sont ces ouvrages que vous avez aux 4 angles. Donc on abandonne la forme circulaire, on revient à une sorte de parallélépipède, en forme de losange, qui permet de tirer dans tous les sens de façon à pouvoir tirer dans n'importe quel point au pied du mur. Et ça va donner naissance à ce qu'on a appelé donc la forteresse bastonnée. Là, on a les tout premiers exemples. Cette forteresse bastonnée, dont vous avez certainement eu l'occasion de visiter, il y en a beaucoup en Europe, qui va être portée à un niveau d'excellence par le fameux Vauban. Et je finirai là-dessus en vous souhaitant une très bonne soirée, une très bonne suite.